Que penses-tu de la manière dont le paddle se développe et son impact sur le tennis? Merci. Alors le paddle, c'est un sport très sympa. Pour moi, il y a quand même un petit peu moins de sensations. Je trouve que c'est quand même différent. Rogaille saucisse ou curry de poulet? Depuis que je suis partie de la Réunion, en fait, je dirais plutôt le... À quel classement penses-tu perdre au défi Pauline versus Men? Alors j'aimerais aller à... Au Télépassionné, c'est Pauline Payette, 45e joueuse française et également coach de tennis, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on fête les 10 000 abonnés sur la chaîne, et oui, on a franchi ce cap le dimanche 9 mars, donc un immense merci à vous pour le soutien et tous les commentaires positifs que je reçois au quotidien sur mes vidéos, donc un grand merci à vous. J'ai décidé de faire ça dans un cadre plutôt sympa, alors il fait beau, mais pas très chaud, donc j'espère que vous apprécierez. J'ai fait une story sur Instagram pour que vous me posiez des questions, que je puisse y répondre, parce que si aujourd'hui je suis à 10 000 abonnés, c'est grâce à vous, donc il faut que je vous le rende, et en répondant à vos questions, ça me permet d'échanger avec vous, et je vais y répondre tout de suite. Allez, on commence avec la première question. Donc Margot Cocteau qui me demande comment tu t'organises entre coaching, match et chaîne YouTube. Bravo pour tout. Merci Margot. Alors c'est vrai que c'est très chargé de mon côté. Aujourd'hui j'ai 3 activités. L'activité de joueuse professionnelle sur les tournois principalement nationaux en France. Je fais également aussi quelques tournois internationaux, donc c'est beaucoup de déplacements, 3 à 4 fois par mois. J'ai mon activité de coaching où je coach tout type de public, du loisir, de la compétition, des jeunes et des adultes, et j'ai mon activité de créatrice de contenu où je fais du contenu sur le tennis, sur YouTube, sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que ça me demande énormément de temps et il faut beaucoup d'organisation. Le matin quand je me lève, je sais exactement quel est l'objectif de la journée, donc je me fais des notes, j'essaie d'organiser ma journée au mieux et de pas perdre de temps, d'être toujours très productive et de pas remettre au lendemain ou à plus tard ce que je peux faire tout de suite. Donc le but c'est vraiment de se dire je suis dans l'action, si je dois faire telle chose, et ben il faut avancer dessus. Si je suis à mon tournoi, et ben je prends le temps de m'échauffer, je joue mon match, donc là je suis vraiment à 100% dedans. Une fois que j'ai fini, je fais ma récup. Je gère le côté réseaux sociaux. Quand je suis pas du coup sur mon ordinateur à faire du montage, à gérer toute la stratégie réseaux sociaux, et ben je suis sur le cours avec mes élèves. Toutes les journées s'organisent comme ça, c'est très chargé, et j'ai peu de temps pour du loisir ou du repos, mais c'est aussi un choix que je fais car je suis encore très jeune et mon objectif c'est d'inspirer un maximum de joueurs et de joueuses de tennis à travers tout ce que je fais. Donc j'ai un objectif clair en tête, c'est pour ça qu'il faut absolument être bien organisé. Et en tout cas, j'essaye de le faire au mieux, même si clairement c'est pas tous les jours facile. Deuxième question de Thierry Legarf. As-tu un coach en particulier, une équipe qui te suit, ou travailles-tu seul? Alors non, aujourd'hui je n'ai pas de coach. Quand je viens de temps en temps en Normandie, j'ai un coach tennis qui m'aide, mais clairement c'est 5-6 fois dans l'année, donc je pars pas du principe que c'est sur du long terme. Donc au quotidien je suis seule. Aujourd'hui je ne m'entraîne quasiment plus tennistiquement par manque de temps, donc je mets la priorité sur l'aspect physique, donc j'essaye d'aller en salle, faire du renforcement musculaire, du cardio, de l'intermittent pour me maintenir un minimum en forme. Et ensuite les week-ends j'ai les tournois, donc je match énormément. L'année dernière j'ai fait plus de 90 matchs, donc au quotidien je suis seule, et sur les tournois aussi. Donc l'avantage c'est que maintenant je me connais bien. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un avis extérieur, mais bon en l'occurrence là dans mon cas je suis la plupart du temps seule. Troisième question de Laurie qui me dit: j'attaque la compétition à 41 ans après des années de tennis. Des conseils? Alors déjà bravo, c'est super que tu te mettes à la compétition, il n'y a pas d'âge en soi. Ce que je peux te conseiller, c'est avant tout de prendre du plaisir. Si aujourd'hui tu fais des tournois à 41 ans, c'est que le tennis c'est pas ta vie, c'est pas ton métier. Donc il faut arriver à prendre un maximum de distance et de recul par rapport à ça, te faire plaisir, ne pas oublier que le tennis ça reste un jeu, même si forcément si tu fais des compétitions, j'imagine que tu auras envie de gagner tous tes matchs, et c'est ce qu'il faut, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir, mais en restant
un minimum légère sur l'enjeu et en te concentrant réellement sur qu'est-ce que tu dois produire sur le court, quels sont tes points forts, quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place pour gagner un match et tout faire pour le faire dans l'unique but de progresser et de prendre du plaisir sur le court. Quatrième question d'Amaury Norton qui me demande: comptes-tu reprendre le circuit WTA? Alors non, malheureusement j'aurais bien aimé et pour la petite histoire, moi je suis montée 577e joueuse mondiale en 2014. Je n'ai jamais fait réellement de vraie saison pleine sur le circuit WTA à 25-30 tournois sur l'année parce que tout simplement je n'avais pas les moyens financiers, donc je faisais 10-15 tournois par an maximum et à côté de ça je jouais aussi sur le circuit français. Et en 2019 j'ai décidé d'arrêter complètement le circuit WTA parce que je n'avais pas de sponsor et pas d'aide financière et qu'il fallait que je vive. Donc c'est comme ça que j'ai passé mes diplômes pour travailler dans le tennis et que j'ai continué à jouer sur le circuit national. Donc aujourd'hui en 2025 je joue 95% du temps sur le circuit national, donc sur les tournois CNGT et les tournois Open. Et de temps en temps, je fais quelques tournois ITF, donc qui comptent pour le classement WTA, quand ils sont en France, quand ils sont pas très loin, parce que ça me permet de changer d'air, ça me permet de jouer d'autres joueuses et de voyager aussi un petit peu. Donc je le fais plus par plaisir. Mais clairement, le vrai problème par rapport à ça, ça a toujours été l'aspect financier. Donc malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc je ne reprendrai pas le circuit WTA, en tout cas pas dans ces conditions. Cinquième question de Malafos Vincent. Que fais-tu pour récupérer d'un match et ne pas avoir mal aux jambes? Alors ce que je fais pour récupérer, souvent je vais faire soit un petit peu de vélo, soit un footing léger de 5-10 minutes pour faire tourner un petit peu les jambes. Souvent je préfère le vélo et ensuite je m'hydrate bien, donc c'est important de bien boire régulièrement, 2-3 petites gorgées toutes les 15 minutes. Et ensuite il faut faire un bon repas, donc de qualité avec des protéines de qualité comme par exemple des œufs, de la volaille, des glucides de qualité comme des pommes de terre, de la patate douce, des pâtes complètes, du riz complet, ce genre de choses, des légumes beaucoup aussi, des fruits, mais vraiment bien s'hydrater, bien s'alimenter. Si je peux, je fais une sieste en fonction de l'heure à laquelle j'ai terminé le match et ensuite des étirements. Si je sens que j'ai les jambes un peu lourdes aussi, je mets les jambes collées au mur là pendant 10 minutes histoire de faire redescendre la circulation sanguine et donc toutes ces techniques me permettent d'optimiser ma récupération. Sixième question de Jeanne Gambe. Quels sont tes moments préférés en tant que joueuse? Alors mes moments préférés en tant que joueuse, clairement ce sont les victoires parce que le tennis c'est un sport tellement difficile. Il peut tout se passer sur un match de tennis, on passe par toutes les émotions et donc c'est vrai que quand on a la victoire au bout c'est quand même très sympa. Quand on gagne des tournois c'est encore plus sympa parce que finir sur un week-end où on n'a pas perdu de match, finir un tournoi sur lequel on n'a pas perdu, et ça arrive pas tout le temps. Donc c'est vraiment des super bons moments et en tout cas moi c'est ce qui me plaît. Après j'aime beaucoup faire des beaux matchs, sentir que je suis bien sur le court, que je suis dans le bon rythme, que tout passe quasiment comme je le veux. Donc ça arrive très rarement malheureusement. Mais c'est vrai que ça, quand ça arrive, ça fait toujours plaisir aussi. Septième question de Louis. À quel moment as-tu su que le tennis était vraiment fait pour toi? Je dirais que quand j'ai commencé le tennis, moi par hasard, suite à des problèmes aux oreilles, à la base je faisais de la natation, donc j'ai eu des problèmes aux oreilles, je me suis mise au tennis grâce à cause de ça et depuis j'ai jamais arrêté. Donc j'ai commencé à 8 ans et demi, ça a été très vite pour moi puisqu'à l'âge de 9 ans j'ai été championne de la Réunion dans ma catégorie et ensuite tout est allé assez vite. Je partais régulièrement en métropole faire des tournois nationaux avec les meilleurs jeunes de mon âge et à l'âge de 13 ans je suis partie en métropole dans un sport-études dans le sud de la France pour me professionnaliser et donc je dirais que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai su que le tennis était fait pour moi, même si honnêtement avec du recul, à l'âge de 13 ans, c'est assez difficile de se dire que oui, le tennis, ça va être toute ma vie. On se rend pas encore compte finalement des efforts et des sacrifices que ça demande. Mais c'est sûr que le fait de partir de chez moi, de quitter ma famille, de quitter ma culture et de quitter mon île à l'âge de 13 ans, ça a été quand même un signe très fort dans mon projet tennistique. Huitième question de Sisters Aparicio. Salut Pauline, peux-tu nous dire quel est ton coup préféré? J'ai ma petite idée. Alors mon coup préféré, je pense que ce n'est plus un secret pour personne.
En tout cas pas pour les personnes qui me suivent depuis le début de la chaîne, mais c'est clairement l'amorti, hein. Que ce soit l'amorti de revers, l'amorti de coup droit, c'est vraiment un coup qui me fait vibrer et que j'adore faire quoi. À toutes les sauces, quand je suis loin, quand je suis dans le terrain, quand je suis en bout de course. Voilà, c'est vrai que parfois je tente un peu trop d'amorti, mais bon, j'ai quand même un taux de réussite qui est plutôt bon, donc je touche du bois. 9e question, qui n'en est pas une finalement, d'Olivier. Donc pas de question, juste un énorme merci pour votre énergie positive. Et ben merci beaucoup pour ce super message. Je suis contente de savoir que j'arrive à transmettre mes valeurs, mon énergie positive pour aider les gens à progresser au tennis. Et c'est ce qui compte, donc tant mieux. Merci à tous ceux qui me soutiennent, ça fait super plaisir. 10e question de Clément. Tu as commencé dans quel club? Alors j'ai tapé mes premières balles de tennis à l'île de la Réunion, donc là où je suis née. Je suis originaire de là-bas, 100% réunionnaise. Et j'ai commencé à jouer au TCMT, donc c'est un club au Tampon dans le sud de l'île. 11e question de Looking for One Piece. Quels exercices faire pour améliorer son footwork? Alors ce que je te recommande, c'est d'acheter une échelle de rythme et il y a énormément d'exercices que tu pourras faire grâce à ça. Tous les exercices aussi de l'athlétisme, hein, tout ce qui va être montée de genoux, les talons-fesses, le travail de cloche-pied, de pas chasser, tout ce qui va en fait dynamiser ton pied et activer tous les capteurs, tous les récepteurs de ton pied vont être hyper intéressants. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Préparation physique à la maison, dans lequel je te présente énormément d'exercices pour travailler ton jeu de jambes. 12e question de Judith. T'es la numéro 45 française. Oui, tout à fait. À l'heure où je vous parle, je suis numéro 45 française, sachant que le classement bouge tous les mois maintenant. Donc je peux descendre certains mois dans l'année et je peux aussi me monter en fonction de mes résultats. Mais sachant qu'aujourd'hui, en étant 45e française, je joue quasiment qu'en France, donc que sur le circuit national. Et je peux pas être beaucoup mieux que ça. Je pourrais être éventuellement 36, 37, 38e française, mais pas beaucoup mieux parce que toutes les filles qui sont devant jouent le circuit WTA. Donc on a forcément un meilleur classement que moi et on l'avantage justement par rapport au classement mondial. 13e question de Bradley. Rogaille saucisse ou curry de poulet? C'est très drôle ça. Et très dur aussi comme choix. Plus jeune, c'était clairement le curry de poulet. Mais je dirais qu'avec l'âge maintenant, depuis que je suis partie de la Réunion en fait, je dirais plutôt le rogaille saucisse. Mais bon, franchement, là, c'est difficile de choisir. Un peu des deux, moi, ça me va bien. Ok, les passionnés de la Réunion, je vous fais un petit coucou. 14e question de Masters Shifu. Le tennis vous suffit-il pour survivre? Alors aujourd'hui, j'ai deux activités dans le tennis, donc mon activité de joueuse professionnelle sur les tournois nationaux et mon activité de coach. Donc ces deux activités me permettent de vivre, mais c'est vrai que c'est pas évident de vivre de son sport. Et même si le tennis c'est quand même un sport où il y a beaucoup d'argent finalement quand on regarde, c'est pas forcément hyper bien redistribué et c'est extrêmement difficile de bien gagner sa vie avec le tennis, notamment sur les tournois, parce que les tournois, si on joue pas bien, et ben on n'est pas bien payé. Si on joue bien et qu'on gagne des tournois, ben on gagne beaucoup plus. Donc c'est vraiment dépendant des résultats et de la forme du moment. Donc c'est très variable sur une année, sur 5 ans, sur 10 ans. Et ensuite, grâce à mon activité de coaching, ça me permet d'avoir une meilleure stabilité pour pouvoir être plus sereine sur mes tournois. Mais ça apporte aussi beaucoup de fatigue. Donc c'est très chargé pour pouvoir gagner correctement sa vie. 15e question de Émeric Fer. Que penses-tu de la manière dont le paddle se développe et son impact sur le tennis? Merci. Alors le paddle, c'est un sport très sympa. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois. J'ai même passé mon diplôme de coach de paddle que j'ai obtenu il y a 2 ans maintenant. C'est un super sport, c'est très ludique. Pour moi, c'est un sport qui est beaucoup plus accessible et plus facile que le tennis au départ pour des débutants. Et donc c'est, je pense, pour ça que ça attire énormément de monde. C'est aussi un peu plus convivial parce que c'est à chaque fois en double, donc à 4. Le terrain est plus petit, donc il y a cette proximité qui est sympa. Le fait qu'il y ait des vitres, et ben, ça permet aussi de relancer les échanges, qu'il y ait un petit peu plus d'interaction dans les matchs, dans les entraînements. Donc ça, c'est vraiment sympa. Maintenant, moi, je reste une grande fan
fan du tennis, donc pour l'instant je resterai au tennis, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut prendre un petit peu au paddle. On peut s'inspirer de certains formats de tournois notamment dans le tennis pour apporter un petit peu plus de fraîcheur, et je pense qu'il y a encore énormément de personnes qui se mettent au tennis. Le tennis n'est pas mort, loin de là, il faut juste arriver à apporter un petit peu plus de fraîcheur, de nouveauté pour que les gens puissent se mettre au tennis et aussi fidéliser et rester dans ce magnifique sport, parce que finalement dans le paddle, oui c'est sympa, mais pour moi il y a quand même un petit peu moins de sensations au niveau raquette, au niveau sensation générale. Je trouve que c'est quand même différent, mais ça reste un super sport, donc voilà. 16e question de Jai Jai. T'en penses quoi de Arthur Fils? J'en pense que c'est un excellent joueur. Il a un très gros potentiel. Moi, je crois énormément en lui. Il est encore très jeune. Il a encore une grosse marge de progression. Et il peut très très bien jouer. Et j'espère que ça sera le futur vainqueur de Roland-Garros. 17e question, Mathieu Banfort. Tu fais quoi dans 10 ans, Pauline? Très bonne question. Dans 10 ans, je me vois aider un maximum de joueurs et de joueuses de tennis. Pourquoi pas devenir consultante, journaliste, commentatrice pour des matchs de tennis. Je me vois faire des événements partout dans le monde pour partager ma passion pour le tennis féminin, inciter les femmes, inciter les filles à se mettre au tennis et montrer qu'on peut faire des belles choses en tant que fille, en tant que femme dans ce sport. Et en tout cas, inspirer la communauté du tennis en général, en France, mais aussi à l'international. 18e question d'Étienne. À quel classement penses-tu perdre au défi Pauline versus Men? Alors, j'aimerais aller à 2-6-1-6. Après, encore une fois, le classement, ça reste un chiffre. Selon les classements, il y a différents types de jeux. Donc il y a ça qui rentre énormément en compte, bien évidemment. Mais si j'arrive à 2-6, 1-6, 0, ça serait super. Et donc on verra ça très prochainement dans ma série Pauline versus Men. 19e question de Alex. Un conseil pour limiter ou éviter les coups de barre, perte d'énergie en plein match. Alors ce que je te recommande déjà, c'est de faire une bonne nuit de sommeil, d'arriver en forme, parce que si tu as déjà une dette de sommeil, ça sera compliqué d'être en forme sur le match. Donc la veille de ton match, essayer de faire une bonne nuit de sommeil. Si tu joues tard le soir, pourquoi pas faire une petite sieste l'après-midi. Et ensuite, pour pas avoir de coups de pompe, moi ce que je te recommande, c'est d'avoir une boisson énergétique. Alors pas des boissons énergisantes type Red Bull, etc., qui sont vraiment pas bonnes du tout pour la santé et pour l'effort, mais plus des boissons énergétiques avec des vitamines, des minéraux dedans, du sel aussi, une petite pincée de sel en cas de forte chaleur, parce que cette boisson te permettra de ne pas vider complètement ton stock de glycogène, de venir le re-remplir à chaque fois. Et également, tu peux t'alimenter. Moi, ce que je fais en match, c'est que je mange des bananes, alors des bananes bien mûres, parce que c'est beaucoup plus digeste et beaucoup mieux assimilé. Je mange également des fruits secs comme des dattes. Ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui va être gras, donc pas d'oléagineux, pas d'amandes, pas de noix de cajou, pas ce genre de choses. Donc du coup, des dattes, des raisins secs, des bananes, une bonne hydratation, donc boire un petit peu d'eau, un petit peu de boisson énergétique, et ça fera l'affaire. 20e question de Syl Gomme. Est-ce que cela te prend beaucoup de temps de faire les vidéos et le coaching? Juliette, 11 ans, 32. Merci Juliette. Alors ça me prend effectivement beaucoup de temps. Une vidéo YouTube sur un tournoi d'un match, en moyenne, ça me prend 7-8 heures de boulot. Donc c'est énormément de travail, de temps. Et le coaching, bien évidemment, à organiser toutes les semaines, réserver les cours, organiser les horaires avec les élèves. Et puis après, faire le cours en question. Donc c'est toujours du temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît. Donc c'est avec plaisir que je le fais. Même si il y a quand même des grosses journées et que c'est pas tous les jours facile. 21e question de Spardago. Arrives-tu à lier vie amoureuse et joueuse pro? Alors c'est vrai que de manière générale, la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est pas toujours évident en tant que joueuse pro, parce qu'il y a beaucoup de déplacements, parce qu'avec aussi mon activité de coaching, ma création de contenu, donc je travaille énormément. Si je suis pas sur le cours en tournoi, je suis en train de coacher. Si je suis pas en train de coacher, je suis en train de faire du montage sur mes vidéos. Donc ça demande énormément d'énergie et de temps. Mais il faut pas oublier la vie privée, c'est quand même très important d'avoir des moments aussi pour soi. Et c'est simplement une question d'organisation et d'avoir un temps pour tout bien segmenté pour que tout se passe bien. Et il n'y a pas de raison que tout prenne le pas sur ça, parce que ça reste quand même très important et il ne faut pas l'oublier, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. 22e question de GG Tosello. Coucou, merci pour tes vidéos, avec plaisir. J'aimerais savoir comment gagner de la puissance au service.
Alors, je ne peux pas répondre à cette question sans voir ton service dans un premier temps. Et souvent, je reçois des messages de personnes qui me demandent comment frapper plus fort. Le tennis, c'est pas forcément une question de puissance au départ, tout dépend de votre niveau. Mais le plus important, c'est déjà de construire une bonne technique efficace qui vous permet de mettre la balle où vous voulez, dans la zone que vous voulez, de déplacer l'adversaire. Et le plus important déjà, c'est d'arriver à toucher toutes les zones au service. Donc, par exemple, si on prend le côté égalité, arriver à sortir l'adversaire donc dans la zone extérieure, sur le corps, sur le T, donc arriver à toucher ces zones-là dès qu'on le décide. Et ensuite, si la technique le permet, au final, la puissance, c'est quelque chose qui vient assez naturellement quand on arrive à répéter, qu'on a un certain volume et qu'on touche à chaque fois ces zones-là. Donc, il ne faut pas chercher tout de suite la puissance. D'abord, le contrôle et la précision. Et la puissance, elle vient après. Et bien souvent, elle vient naturellement quand tous ces paramètres-là sont atteints bien avant. 23e question de Bad Nani. Tu montes toi-même tes vidéos, les Minia, etc. aussi. Oui, je monte mes vidéos toute seule. C'est énormément de boulot, j'ai tout appris seule. Je suis vraiment autodidacte. J'ai regardé quelques tutos, mais pas énormément. C'est surtout des tests que j'ai faits et par erreur parfois. Donc j'ai testé plein de choses, je me suis trompée, j'ai perdu du temps, mais finalement c'est beaucoup d'expérience et j'arrive aujourd'hui à optimiser tout ça. J'ai créé des petites techniques pour gagner du temps et donc c'est moi qui fais tout aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui m'aide depuis peu sur les miniatures, mais on va dire que je fais 90% du travail sur ma chaîne YouTube. 24e question de Stefoot75. Si tu gagnes un tournoi FSGT, je pense qu'il a voulu dire CNGT, quel est le prize money en moyenne pour la gagnante? Alors en moyenne, pour la vainqueur en CNGT, c'est entre 1000 et 1002. Donc fourchette basse, ça va être 700 €, 690, 700 €. Fourchette haute, on va être sur 2000. Il y a un tournoi en France qui propose 3000. Mais c'est vraiment exceptionnel. En moyenne, ça va être 1200 €. À savoir que ces 1200 € ne sont pas nets puisqu'on est taxé, donc avec l'URSSAF, les impôts, puis tous les frais aussi pour se déplacer sur le tournoi, donc l'essence, le péage, le billet de train, parfois une ou deux nuits d'hôtel, quelques repas, l'inscription au tournoi. Donc ça fait pas mal de frais à retirer sur ces 1200 €. Donc quand on voit telle joueuse a gagné tant, finalement c'est pas net dans la poche. 25e question de Edgeblade. Quel joueur de tennis a été ou est encore un modèle pour toi? Alors moi, mes modèles, ça a toujours été Justine Henin chez les femmes et Roger Federer chez les hommes. Pourquoi? Parce que j'adorais leur variété de jeu. Ils savaient tout faire. Ils avaient cette science vraiment du jeu, cette science tactique. Et moi, je me suis beaucoup inspirée d'eux. Et aujourd'hui, ça reste toujours mes idoles, entre guillemets. Même si en soi, j'ai beaucoup de respect pour tous les joueurs professionnels. Parce que je sais à quel point c'est difficile d'arriver à ce niveau-là et tous les efforts que ça demande. Et chaque joueur, chaque joueuse a son propre style. Et c'est génial parce qu'on a de tout dans le tennis. Et c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Et honnêtement, j'apprécie et j'admire tous les joueurs et toutes les joueuses de tennis quand on sait tous les efforts que ça demande. 26e question de Master Shifu. Comptez-vous refaire votre podcast comme avec Henri Lecomte? Eh bien oui, j'espère que j'aurai d'autres invités, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, pour parler de sujets divers et variés autour du tennis. Donc c'est un projet, j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, je vais tout faire pour si c'est quelque chose qui vous plaît. 27e question de TitiSD97. Penses-tu faire d'autres défis? Jeu dans les carrés, match en un point. Donc il parle du défi après le Pauline versus Men. Et ouais, je vais réfléchir à tout ça, voir ce que je pourrais lancer. Petit jeu dans les carrés, ça peut être sympa. Match en un point, oh là là, la pression. Pourquoi pas? Mais je vais y réfléchir et ça sera une bonne idée à proposer sur la chaîne. Donc affaire à suivre. 28e et dernière question de Timéo. Quel est le ou la joueuse que tu respectes et admires le plus, même si ce joueur n'est pas forcément pro? Honnêtement, comme je disais dans une des questions précédentes, j'admire et je respecte tous les joueurs et toutes les joueuses de tennis. Quand on sait les efforts que ça demande depuis tant d'années, que ce soit pour les joueurs, pour les familles, pour les entraîneurs, pour toute l'équipe en fait autour des joueurs et des joueuses, ça demande énormément de travail, de sacrifice, de temps, de remise en question que finalement moi j'admire tout le monde parce que d'arriver à des niveaux comme ça, que ce soit les top joueurs mais également pour moi ceux qui sont 800, 900, 1000 ATP ou WTA, et ben c'est un niveau incroyable et c'est très respectable. Franchement, un grand bravo à tous ceux qui sont dans ces projets-là parce que c'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup d'abnégation au quotidien et c'est très très dur.
Donc big respect envers tous ceux qui se donnent du mal et qui se font du bien aussi à se lancer dans une carrière tennistique. Et voilà, c'est la fin de cette FAQ 10 000 abonnés. Merci beaucoup à tous les passionnés pour votre soutien au quotidien. Ça me touche énormément, ça me fait très plaisir. Et je m'imagine à 10 000 sur un cours de tennis. Enfin, je pense qu'il en faudrait 2 voire plus. Ça serait juste génial. Pourquoi pas un jour organiser un truc comme ça serait complètement dingue de vous rassembler tous. Bon là je rêve un petit peu mais bon, on verra ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si mon contenu vous plaît, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça permettra de me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo les passionnés.